Bonsoir, bienvenue dans les vidéos de Jules CIS et dans notre rubrique Jeux 7 et matchs. On va commencer par faire un peu de propagande anti-russe, sujet qui nous accompagnera encore quelques jours, parce que bon, faut quand même en profiter. Nous sommes suffisamment mis en avant pour en profiter à fond. Donc, nous allons un peu nous régaler avec de la propagande anti-russe. Commençons par voir le monde. Comment c'est de voir le monde quand on est russe? Alors voilà comment nous voyons le monde. Vous voyez, les USA, l'Europe, la Russie, cette immense masse continentale au cœur de l'Eurasie. Mais bon, vous remarquerez que chacun représente en général le monde en fonction de lui, en se centrant dessus. Alors voyons ce que ça donne du point de vue russe. Et ben voilà, voilà ce que ça donne. Le monde vu par les Russes. Et maintenant, si on commence à y ajouter, si vous commencez à piqueter ce petit monde charmant de base américaine, par exemple au Japon, bon, évidemment en Amérique du Nord, évidemment en Europe, au Moyen-Orient, en Afghanistan, pour certaines même en Asie centrale. Ça commence à faire, comment dire, vaguement un sentiment d'encerclement. Alors je sais qu'on vous dira, mais c'est pas possible, 15 fuseaux horaires, c'est pas faisable, 17 millions de kilomètres carrés, ça ne s'encercle pas. Pas... Oui et non, votre honneur. D'abord, quand vous mettez l'image d'un point de vue russe, elle est terrifiante. D'accord? Imaginez-vous en plus si l'Ukraine devient, et si vous savez à peu près où sont les zones fragiles des Russes, les zones sensibles qui sont ici, bon, vous réalisez qu'en fait la Russie est extrêmement vulnérable. Deuxième sujet, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est qu'on n'est plus à l'époque où on se déplaçait avec des fantassins et des cavaliers, mais on a une époque de missiles, de bombardiers. Donc la Russie peut être attaquée très vite par des bombardiers venus à travers le cercle polaire, des bombardiers venus à travers l'Europe, ou des missiles de même nature. Je vous épargne quand on commence à s'intéresser à mettre des SNLE, des missiles de croisière et autres, des sous-marins lance-missiles de croisière dans l'histoire. Ça devient absolument passionnant et terrifiant. D'accord? Donc, encore une fois, il faut toujours, et je vous invite à vous mettre à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire accepter sa position. Ça veut dire se mettre à sa place pour comprendre le raisonnement qu'il a. Pour nous, la Russie, c'est un gros monstre. Pour eux, c'est un truc au milieu de la carte. Et rien que ça change la vision du monde. Ça formate autrement. Donc, il faut toujours réfléchir à la manière dont on le voit, ne serait-ce que pour comprendre ses réactions, les anticiper et pouvoir les gérer au mieux. D'accord? Même si vous avez envie de partir en guerre contre les Russes, vous avez besoin de les comprendre. Les mépriser, les traiter de rien, moins que rien, c'est pas la bonne solution. Il faut respecter son adversaire, il faut le comprendre. Et si vous avez envie de vous battre avec eux, il faut le faire 2 fois plus. D'accord? Je vous rappelle la fameuse maxime de Sun Tzu. Connais-toi, connais ton adversaire. Alors, alors je fais la vieille blague du plan d'invasion russe, mais c'était la menace soviétique. D'accord? Voilà un livre des années 80, l'histoire de la guerre terrestre, parfaitement dans les normes OTAN. On me l'avait offert en cadeau d'anniversaire. Et à l'époque, j'étais plus jeune. Donc, voilà ce que moi j'ai appris. Une OTAN assez faiblarde face à un immense paquet de divisions soviétiques qui allaient toutes nous dévorer. Je vous rappelle que les soviétiques devaient atteindre Brest en 5 jours. D'accord? C'était plus Kiev en 3 jours, c'était Brest en 5 jours. Comme quoi, bon, les pauvres Russes. Franchement, avoir envie d'aller à Brest. On leur a pas dit qu'il pleut là-bas? Bon, franchement, au moins là, ils sont en Crimée, il fait meilleur en été. Bon, blague à part, vous imaginez bien que l'URSS nous a été présenté pendant des décennies comme une menace. Avec d'ailleurs, et c'est très intéressant, des alternances entre une URSS qui allait nous dévorer, donc la menace, le rouleau compresseur gigantesque, et les Russes qui étaient des minables pleins de vodka, des nains de jardin qui se traînaient au milieu d'un parc de ferraille. Je sais pas comment on a réussi à gérer les deux, mais à mon avis, on a quand même quelques personnes qui soit faisaient de la schizophrénie,
soit adapter le discours en fonction de la phase budgétaire où on était. Quand il fallait négocier le budget, les Russes étaient extrêmement dangereux. Et quand il fallait obtenir les promotions, ouais, non, mais vous inquiétez pas, je vais les écraser en 30 secondes, moi je suis bon. Bon. Voilà, donc, bon, il faut arrêter avec la schizophrénie. D'accord. Alors on va regarder, on va voir les chiffres, on va continuer les chiffres. La course aux armements. Alors, on va pas regarder toutes les productions annuelles qui étaient bon terrifiantes. Ceci dit, regardez quand même les chiffres de production. Dites-vous que l'industrie russe a quelques restes de l'industrie soviétique. Donc, on aurait peut-être dû y réfléchir avant de commencer l'Ukraine, non? Quand les Russes vous annoncent qu'ils ont produit 1600 chars dans l'année. D'accord. Juste comme ça, pour rappel. C'est peut-être pas si réaliste que ça quand on voit les chiffres dont ils étaient crédités dans les années 80. Bon, je vous rappelle aussi que les Russes avaient à l'époque 42 000 chars, 41 000 véhicules de transport de troupes. Je vous invite à regarder aujourd'hui, enfin avant-guerre, les chiffres publiés par Army Recognition, qui sont des chiffres récents. Les Russes, 23 000 chars, 17 000 véhicules de transport de troupes. Alors ça, c'était tout le potentiel soviétique. L'Ukraine en a récupéré une large partie, hein. Il ne faut quand même pas non plus plaisanter. L'Ukraine avait avant-guerre plus de 2000 chars. D'accord. Donc bon, c'est pas non plus le petit cheval, hein. Ils avaient 10 fois l'armée française en termes de force blindée. Juste qu'on se remette, ils étaient crédités de 400 avions, que plus de 400 avions, ce qui fait là encore une fois et demie à deux fois l'aviation française. Bon. Donc voilà, les effectifs en hommes, 4,8 millions, l'armée russe avait 800 000 hommes, 1,3 million d'hommes, 800 000 hommes dans les forces terrestres. Bon. Voilà, globalement, on constate qu'il y a une énorme diminution des moyens soviétiques au niveau de la Russie. Donc, les Russes ont des armées. Et ils ont d'autant plus des armées que si vous vous rappelez cette vieille carte, faut pas oublier que tout ça là, c'est devenu OTAN. Avec les quotas de moyens autorisés dans le traité des forces conventionnelles en Europe. Alors, je dis pas que tous ces moyens ont été conservés, loin de là. Mais tous ces vieux matériels là qui étaient conservés à faire ces forces-là, toutes les forces roses là que vous voyez, ont été donnés à Ukraine. Hein. Tous les reliquats ont été donnés à Ukraine. Plus sûrement une partie de ceux de Yougoslavie, parce qu'il ne faut pas se priver. Voilà. Donc, faut pas non plus plaisanter. Les Russes ont largement diminué leurs effectifs. Et l'OTAN, lui, a largement augmenté les siens, ne serait-ce que par l'ajout des pays de l'Est. Donc, quand on vous dit les Russes vont dévorer l'Europe, les Soviétiques ne l'ont pas fait dans les années 80. Les Russes vont le faire en partant de plus loin, avec moins de moyens, moins de véhicules. Bon, je sais qu'à l'époque, nous avions des dirigeants intelligents. Dois-je commenter ce que je pense de nos dirigeants actuels? Effectivement, ça pourrait donner des idées. Mais bon, ça, c'est un problème que nous pouvons résoudre avec soit de confortables villas pour nous assurer que ces gens ne prendront plus jamais la moindre décision, soit des solutions à la hauteur de leur échec. J'ai toujours été un grand partisan de la décimation romaine, mais on en reparlera un autre jour. Alors, en plus de ça, on va reprendre la propagande ukrainienne. Que gagneraient les Russes? Alors ça, ce sont les transferts personnels dans les États membres de l'UE en 2018. Donc c'est-à-dire ce qui est envoyé d'un pays vers les autres pays. Donc, les pays du front, on va dire, c'est Pologne-Roumanie. Pologne-Roumanie, c'est 5,2 milliards d'entrées. D'accord? Juste comme ça. Je vous aide. Nous, on a 10 milliards de sorties. Hein. Merci notre politique d'immigration. Mais bon, on ne va pas glisser mortelle n'appuyons pas. Au niveau de l'Europe, le budget de l'Union européenne, qui sont les principaux contributeurs et bénéficiaires. Alors vous voyez, pour que ce soit rentable pour eux, il faudrait prendre des pays contributeurs. Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni. Vous savez, il faudrait réussir Zéloveux. Ça vous rappelle des souvenirs? Voilà. Et en attendant mieux, les pays du front, Pologne, Roumanie, toujours, sont tous bénéficiaires. Donc il faudrait que les Russes leur donnent de l'argent. Et pas qu'un peu, hein. Regardez la Pologne. Entre 2014 et 2020, 76 milliards. La Roumanie, 31 milliards quand même. D'accord? Donc on est sur du 100 milliards en 6 ans. Bon, ça fait du 12-13 milliards par an, quoi. Je dis pas que la Russie n'a pas les moyens de se le payer. Mais ça fait cher de la danseuse, quand même. Alors bon,
Vous trouvez peut-être qu'il y a des charmes extraordinaires en Pologne, en Roumanie ou ni, mais bon, est-ce que ça vaut la peine? Ils ont quoi à y gagner? Pour qu'ils commencent à gagner de l'argent, il faut qu'ils rentrent en Allemagne ou en France ou en Italie. Il faut qu'ils arrivent là. Allez, admettons l'Autriche. Soyons gentils. Ouais, il faut prendre l'Autriche. Super. C'est combien l'Autriche déjà? Ça avait contribué de 7,61 milliards. 8 milliards en 6 ans. 1 milliard par an. Waouh, ça va changer la donne. Il gagne combien, Poutine, déjà, avec ses ventes de gaz et de pétrole? N'insistons pas. 180 milliards, des choses comme ça. Enfin, des sommes absolument extraordinaires. Honnêtement, qu'est-ce qu'il a besoin de s'emmerder? La seule chose dont il a besoin, c'est d'un marché stable et d'un gazoduc qui lui permet d'envoyer là sans passer par ces pays-là qui, effectivement, lui posent problème et ne cesse de mordre à ses baskets. Non pas parce que, bon, alors, je sais, on va nous raconter que la Pologne, la Roumanie n'ont pas envie de retomber sur le jeu soviétique, qu'ils ont vécu, oui, je vous rassure, hein, je crois que les Soviétiques, les Russes aussi, ils ont vécu, et qu'ils en ont aussi marre, qu'ils n'ont pas envie de se faire cogner. Bon, deuxième sujet, par contre, la Pologne et la Roumanie ont tout intérêt à nous raconter ça, parce que ça leur permet de se faire très important auprès de la maîtresse. Vous savez, les États-Unis, ce pays qui n'apparaît pas là, qui ne paye pas pour l'Europe, mais qui lui dit quoi faire. Et donc, que disent les États-Unis? Les États-Unis disent, intégrez-les. On a besoin dans l'OTAN, donc intégrez-les à l'Europe. Et puis payez, hein, les cochons. Voilà, donc, voilà la mécanique. Hein. La mécanique, elle est que nous avons payé pour l'extension de l'OTAN. Et que ces pays-là, ce que vous voyez là, en fait, c'est le chèque pour extension d'OTAN. D'accord? Rajoutez ici les quelques milliards de transferts individuels. Ça aussi, c'est cadeau. Donc, à partir de là, écoutez, je suis désolé, mais comme je le sais tes matchs, la menace russe, elle est assez peu probable. Et puis, je vous passe un dernier petit détail. Les écartements européens sont plus larges que les écartements russes sur le chemin de fer. La logistique russe passe par chemin de fer. À moins que les Russes ne construisent un parc de locomotives et de wagons capables d'utiliser le chemin de fer européen, chose dont ils n'ont pas donné le moindre mouvement parce que on en aurait largement entendu parler. Globalement, je vous rassure, les Russes vont nous laisser tranquilles parce qu'ils n'en ont mais rien à faire de nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles et que les Polacs et les Roumains les laissent, arrêtent de les provoquer. Ça, par contre, ça serait bien. S'il y a un dernier petit détail, un sujet qu'ils pourraient faire, c'est que ces trois pays-là, vous voyez les Baltes, ils ont renoué avec leurs mauvaises habitudes. Et donc, ils ont jugé bon de faire plein de discriminations contre les citoyens russes. Bon, c'est hors règle UE. Si là aussi on pouvait faire respecter nos propres règles, d'accord? Ça nous éviterait d'avoir des problèmes avec les Russes. Voilà, je vous remercie.